Le coronavirus est donc arrivé en Europe. Les gestes barrières. Nous allons vaincre ce virus. La première. Vous pouvez inviter chez vous 4 personnes. Tous les rassemblements sont interdits. Les clés. Déconfinement Pour le déconfinement Du déconfinement. Arnaud Ruyssen. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les clés spéciales Covid, 5 ans après, 3e épisode déjà de notre mini-série. Et aujourd'hui une question très délicate, celle de la vaccination. Aurait-on pu surmonter cette épidémie sans les vaccins ? Et question encore, n'a-t-on pas eu en Belgique une politique trop vaccino-centrée ? Eh bien ce sont deux des questions auxquelles nous allons tenter tout de suite de répondre. La première. Les clés. Ce matin, en faisant leurs courses, les familles parlent du nouveau virus mystérieux apparu à Wuhan sur un marché qui vend des serpents, des hérissons, des rats, des bambous, un mets culinaire très prisé et des fruits de mer. Le traumatisme du SRAS de 2002 revient dans les esprits. Le problème, c'est que personne ne sait comment la mystérieuse pneumonie se transmet. Quand au début de l'année 2020, le monde découvre progressivement le coronavirus, on est encore à 1000 lieues d'imaginer quel impact il va avoir quelques mois plus tard sur nos vies. Et pourtant, dans les laboratoires de virologie, c'est déjà le branle-bas de combat. On essaye de comprendre ce virus, on teste des traitements et on réfléchit déjà à des vaccins. En témoigne cette interview que nous avait donnée le virologue Emmanuel André, fin janvier 2020, alors qu'il n'y avait pourtant encore aucun cas en Europe. Il y a un certain nombre de technologies aujourd'hui, de nouveaux types de vaccins qui permettent de rentrer très rapidement dans ces phases expérimentales, dont à la KU Leuven, un potentiel candidat vaccin qu'on va adapter pour ce nouveau coronavirus. La course contre la montre est donc lancée. Dès le début 2020, dans les universités, mais aussi dans les firmes pharmaceutiques. Et cette course va encore s'accélérer quelques semaines plus tard, quand on va découvrir à quel point ce virus va venir peser sur nos vies aux 4 coins du monde. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches. Alors, en coulisses, des milliards sont investis par les pouvoirs publics, par des entreprises, par des organisations de santé, afin de trouver ce vaccin espéré comme la clé, comme le Graal, qui va nous permettre de surmonter la pandémie. Et en novembre 2020, donc moins d'un an après la découverte du virus lui-même, tombent les premières annonces. Pfizer annonce un vaccin efficace à 90%. Une vague d'espoir à travers la planète. Le vaccin de Moderna contre le Covid-19 montre une grande efficacité, un peu plus de 94% selon un communiqué de l'entreprise. L'annonce de Moderna vient une semaine après celle de Pfizer, 2 vaccins basés sur une nouvelle technologie, l'ARN messager. Les chiffres sont impressionnants et suscitent à l'époque un immense espoir. 95% d'efficacité, ça veut dire tout simplement que chez les personnes du groupe test qui a reçu le vaccin, il y a 20 fois moins de cas de Covid détectés que chez les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin. Et qui plus est, les vaccins de Moderna et de Pfizer dont on parle là semblent très bien protégés contre les formes graves. Résultat, les États passent commande avant même que les vaccins ne soient finalisés. Les tests et les contrôles pour l'homologation sont effectués à une vitesse inédite et dès le 28 décembre en Belgique, la vaccination peut commencer dans les maisons de repos, comme ici à Bruxelles. Ça va ? Vous allez bien ? Oui. Vous chantez une petite chanson. À 101 ans, la sœur Lucie d'Anjou est donc la première bruxelloise à se faire vacciner. Un moment un peu désagréable à passer. Oh, mais écoute, ça ne fait pas du bien. Voilà, premier vaccin administré en Belgique contre le coronavirus, c'est le 28 décembre 2020, alors même que ce n'est qu'en janvier qu'on a parlé pour la première fois de ce virus en Chine. Donc il y a eu moins d'un an qui s'est écoulé entre le moment où on a découvert ce virus et puis
le moment où on a vacciné les premières personnes dans nos pays. Ça a été évidemment un des ingrédients de la méfiance contre la vaccination. Bonjour Simon Delicourt. Bonjour. Vous êtes chercheur FNRS, directeur du laboratoire d'épidémiologie spatiale de l'ULB et vous avez été aux premières loges durant toute cette crise du Covid. Vous avez suivi cela comme expert, vous avez conseillé aussi les autorités. Alors d'abord, une première question. Votre réaction au moment où on a appris, et on en parle dans le petit reportage qu'on vient d'entendre là, ces taux d'efficacité pour les vaccins à ARN messager de Pfizer et de Moderna. Est-ce que vous vous souvenez encore, à ce moment-là, on est au mois de novembre, quelle a été, en tant qu'épidémiologiste, votre réaction quand vous avez découvert ces chiffres ? Je m'en souviens très bien. Donc effectivement, c'était un 9 novembre. Et je découvre le message d'un collègue, le virologue autrichien Florian Kramer, qui envoie un message sur les réseaux sociaux en disant « Cher monde, nous avons un vaccin ». Et en fait, ça faisait suite au communiqué de presse de Pfizer, qui effectivement annonçait ce taux d'efficacité contre les formes symptomatiques, parce qu'on n'avait que cette information-là à l'époque, qui était à 95%. Et donc ça, évidemment, c'était en fait une grande émotion, parce que c'est une énorme promesse. C'est une efficacité qui est très, très importante. Bien entendu, à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de questions. On ne savait pas, par exemple, si dans le temps, cette efficacité allait se maintenir, et on ne savait pas non plus si les variants qui venaient en fait d'apparaître à ce moment-là, je suppose qu'on va y revenir, allaient avoir un impact sur l'efficacité contre les formes symptomatiques, contre le risque de développer des formes graves et d'être hospitalisé, ou encore sur le taux de mortalité. Mais donc ça, c'est quand même bien important à avoir en tête quand on retrace la chronologie rétrospectivement, c'est que la première impression que vous avez et qu'ont tous les épidémiologistes et virologues du monde entier quand ces chiffres arrivent de chez Pfizer et de chez Moderna, c'est qu'on a un vaccin qui est très efficace et qui, en tout cas dans les premières semaines après son administration, empêche quelque part presque de contracter le coronavirus, en tout cas pour une très grande partie de la population. Il y avait deux groupes, il y avait un groupe qui avait le placebo et un autre qui s'est vu administrer le vaccin. Dans le groupe placebo, on avait des chiffres de contamination comme dans le reste de la société, et dans le groupe du vaccin, on en avait 20 fois moins. Donc c'était évidemment assez extraordinaire et porteur de beaucoup d'espoir. Oui, exactement, l'enthousiasme était énorme dans la communauté scientifique. Je me souviens encore très bien du graphique principal de cette étude, parce qu'il y a eu le communiqué de presse début novembre, mais l'étude a été publiée dans le New England Journal of Medicine, qui est une très grande revue médicale, le 31 décembre 2020. Donc c'était encore dans l'année 2020. Et le graphique principal montrait que, après quelques jours, après une dizaine de jours, les cas ne s'accumulaient quasiment plus dans le groupe placebo. Et les deux courbes prenaient des directions tout à fait différentes. Donc effectivement, oui, à ce moment-là, l'enthousiasme était gigantesque. Et le « à ce moment-là » a évidemment beaucoup d'importance, puisque au fil des semaines et des mois qui vont passer, et alors qu'on a déjà commencé la campagne de vaccination, puisque vous venez de donner une date importante, on remarque qu'on vaccinait déjà en Belgique avant même la publication finale des résultats dans les revues spécialisées scientifiques, ce qui montre bien à quel point on était dans une course de vitesse. Mais donc au fil des semaines et au fil des mois, on va se rendre compte, Simon Delicourt, que ce vaccin, il est moins prometteur qu'espéré sur la question de la transmission de la maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment on découvre ça ? Alors, notamment sur la transmission, mais même avant de parler de transmission, si je puis me permettre, il y a aussi eu une diminution assez efficace et significative sur la protection contre les formes symptomatiques. Donc, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est la durabilité de la protection. Après 100 à 150 jours, il y avait déjà une diminution après les 2 premières doses. Et le deuxième élément qui est très important, ce sont les variants qui sont arrivés. Donc le premier variant, c'est le variant alpha, qu'on a appelé à un moment le variant anglais parce qu'il a émergé dans le sud-est de l'Angleterre. Lui, il apparaît déjà fin 2020. Donc quand il y a le communiqué de presse de Pfizer, le variant alpha est en train d'arriver sur le territoire. Et la vague liée au variant alpha, c'est début 2021. Alors, je vais parler des deux vaccins qu'on a principalement eu ici en Belgique, donc AstraZeneca et le vaccin à technologie d'ARN messager Pfizer. Avec le variant alpha, Pfizer n'a pas perdu en efficacité. Par contre, AstraZeneca a déjà beaucoup diminué. On est entre 70 et 90% d'efficacité et on passe entre 40 et 90. Et puis, il arrive le variant Delta, qui vient probablement de la région de l'Inde. Et là, le vaccin Pfizer commence aussi à perdre de l'efficacité. Elle diminue à 80% et même jusqu'à 55%. Après 100 à 150 jours après la deuxième dose. Et avec Omicron, c'est encore pire. Avec le premier variant d'Omicron, l'efficacité va baisser jusqu'à 30 à 15% pour ne remonter qu'au-dessus de 50% avec la troisième dose. Donc ça, c'est pour les formes symptomatiques. On a déjà une protection qui baisse énormément avec les variants et aussi avec le temps. La bonne nouvelle dans tout ça à ce moment-là, et ça nous a quand même beaucoup rassurés, c'est que la protection contre les formes graves
et donc contre le risque d'hospitalisation. Et je vais notamment ici citer des chiffres qui ont été publiés dans une étude en Belgique. Eh bien, elle reste très élevée. Elle est à plus de 95% avec le vaccin Pfizer lors de la vague Delta, et elle reste à plus de 85% avec la vague du premier variant Omicron. Vous me posiez la question de l'impact de la transmission, qui est encore autre chose. La transmission, c'est quand on considère une population et on se demande est-ce qu'il y a un impact sur le risque que le virus passe d'une personne à l'autre. Et là, les études ont été assez négatives très vite. L'impact sur la transmission, et ça a été confirmé par d'autres études par la suite, il est en fait, même s'il a été significatif, en tout cas pendant la vague Delta, très très faible. Donc, si je dois résumer ce que vous venez de nous dire là, Simon Delicourt, c'est que assez rapidement, on va se rendre compte que ces vaccins, finalement, n'empêchent pas aussi longtemps qu'on l'aurait espéré les formes symptomatiques par la combinaison du fait qu'on a des nouveaux variants qui arrivent et puis le fait simplement que cette protection vaccinale s'atténue au fil du temps, qu'elle protège du coup très très mal contre la transmission, le fait qu'on puisse se passer le virus l'un à l'autre. Quelque part, si on est vacciné, on a presque autant de chances de donner le virus quand même à d'autres personnes. Mais par contre, et cette bonne nouvelle-là, elle va se maintenir dans le temps, ça va protéger contre les formes graves, contre le fait de devoir mettre énormément de personnes dans des unités de soins intensifs, dans les hôpitaux, etc. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que la chronologie ici est vraiment très importante, c'est que ça, on s'en rend compte au début de l'année 2021, progressivement, au fil des semaines, des mois. Vous nous avez cité des études qui le démontrent. Et pourtant, politiquement, à ce moment-là, il va se passer quelque chose en Belgique, c'est qu'on va décider d'une forme de passe vaccinal. Et ça, je propose qu'on se repasse une petite archive avant de le commenter. Un pass pour éviter l'impasse. Madame, monsieur, bonjour. 2 semaines après Bruxelles, entrée en vigueur ce lundi en Wallonie du Covid Safe Ticket. Alors sans lui, vous ne pourrez pas accéder à certains lieux ou à certains événements. Pour y entrer, il faudra donc pouvoir prouver que vous êtes vacciné ou que vous êtes négatif après un test Covid. Et les contrôles doivent s'opérer sur place avec le personnel de l'endroit. On se souvient de la formule. Un code QR sur le smartphone ou en version papier, et pour ceux qui le présentent, la possibilité de fréquenter toute une série de lieux et d'activités, et même souvent d'y ôter le masque et de s'abstraire des gestes barrières. Une mesure présentée comme un moyen de retrouver la liberté, mais dans les faits, une mesure aussi qui créait une grande différence entre les vaccinés et les non-vaccinés. Et d'ailleurs, le but quasiment avoué des autorités était bien celui-là. En facilitant la vie des vaccinés et en compliquant par contre celle des non-vaccinés, elles espéraient augmenter le taux de vaccination. C'est ce que reconnaît d'ailleurs Elio Di Rupo dans cette interview donnée en septembre 2021 quand il était ministre-président wallon. Nous pensons que, compte tenu du fait que la Wallonie a un niveau de vaccination beaucoup plus faible qu'en Flandre, nous devons absolument retrouver un niveau qui soit celui des régions et des pays où le nombre de personnes vaccinées est le plus important d'Europe. Et donc voilà. Voilà, Elio Di Rupo donc, qui s'exprime et qui, là, de manière assez transparente, finalement, laisse entendre que si on met en place ce Covid Safe Ticket, c'est surtout pour augmenter la couverture vaccinale, même si c'était surtout vu comme, quelque part, un instrument de liberté pour ceux qui, avec ce pass, allaient pouvoir reprendre toute une série d'activités. Simon Delicourt, quand on entend tout ce que vous venez de nous expliquer juste avant, à savoir qu'au moment où on prend cette mesure, on sait déjà que ça protège assez mal contre les formes symptomatiques, encore plus mal contre la transmission. Est-ce que ça avait du sens de mettre en place ce Covid Safe Ticket et de permettre à ceux qui l'avaient de retrouver une vie presque normale, y compris d'ailleurs sans masque, sans geste barrière, alors que ce vaccin n'empêchait pas vraiment la circulation du virus ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai notamment été revoir ce qu'on avait pu expliquer et déclarer à l'époque. Effectivement, 2 problèmes ont très vite été pointés. Le premier, c'est celui que vous avez souligné, c'est que l'impact sur la transmission, même s'il a été significatif dans quelques études, il est vraiment négligeable. Donc, venir brandir cet outil-là pour dire en fait on va éviter que le virus circule à un endroit précis, malheureusement, ça ne colle pas. Et puis, il y a l'autre aspect, qui est de se dire ok, on va utiliser cet outil-là pour en fait promouvoir et pousser les gens qui n'ont pas encore sauté la barrière à aller se faire vacciner. Donc c'est un objectif qui était apparemment relativement avoué. Mais là, ça pose un autre problème aussi, et c'est aussi quelque chose qui avait été pointé et souligné à l'époque, c'est que
avec le CST, le Covid Safety Kit, on mettait une pression sur l'ensemble de la population. Or, il est important de le rappeler, et vous l'avez très justement rappelé dans un épisode précédent des clés, c'est que le risque de développer des formes graves, et d'ailleurs de décéder aussi, augmente de manière presque exponentielle avec l'âge. Ce qui veut dire que motiver quelqu'un de 85 ans à se faire vacciner, l'enjeu est beaucoup plus important que de motiver quelqu'un de 25 ans à aller se faire vacciner. Or, ici, avec le CST, il y avait une contrainte qui était mise de manière uniforme, et peut-être même plus en fait, sur les générations les plus jeunes, pour aller vers la vaccination. Et ça, c'est, je pense, un vrai problème. Donc, il y avait deux aspects qui ont très vite été pointés. Absence d'impact significatif ou en tout cas notable sur la transmission, et puis justement le fait que c'est un peu un aveu d'échec, parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi à venir convaincre et sensibiliser les personnes qui étaient à risque et qui devaient en fait à ce moment-là aller se faire vacciner pour diminuer le risque d'hospitalisation et éviter justement qu'il y ait de nouveau un engorgement des hôpitaux lors d'une vague. Donc, quelque part, avec ce Covid Safety Kit, on a mis la pression sur tout le monde parce que, évidemment, non seulement la vie des vaccinés était plus simple, mais la vie des non-vaccinés devenait plus compliquée parce qu'ils se voyaient interdire toute une série d'accès, ou alors il fallait chaque fois faire un test pour prouver qu'on était négatif, donc c'était extrêmement compliqué, alors que l'enjeu aurait été surtout de convaincre, et en particulier convaincre dans les catégories où le bénéfice était le plus important, c'est-à-dire les publics à risque, les publics les plus âgés. C'était ça le vrai enjeu pour vous à l'époque d'une campagne de vaccination? Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut aussi rappeler que le goulot d'étranglement, c'était vraiment les soins intensifs et l'hôpital en général. Et donc, en fait, toute une série de mesures a été mise en place durant la crise pour éviter justement un engorgement des hôpitaux. Parce que si vous saturez le milieu hospitalier, en fait, vous ouvrez la porte à toute une série de risques collatéraux. Et donc ça, il fallait absolument éviter. Donc à la limite, les mesures ont été plus prises pour en fait, éviter des problèmes au niveau du taux d'hospitalisation qu'au niveau du taux de décès dans certains cas de figure. Et donc le vaccin était une arme très efficace, on l'a rappelé, pour diminuer considérablement le risque de développer des formes graves. Et donc, il y avait effectivement un enjeu que les personnes qui étaient les plus à risque de se retrouver hospitalisées soient le plus protégées possible à ce moment-là de la crise, oui. Alors avec nous aussi dans cette émission, il y a Joanne Montet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste ici à la rédaction, spécialiste justement sur les questions sciences et santé, dont vous êtes la responsable éditoriale. Si on revient sur tout ce que vient de dire ici Simon Dellicourt, et qu'on repose la question initiale de notre épisode, c'était une arme importante et utile, ce vaccin, dans la gestion de cette épidémie, malgré le fait qu'il y a eu cette déception sur la question des formes symptomatiques et de la transmission? Alors, je partage tout ce qu'a dit Simon par rapport à la déception sur la transmission, sur la durée de protection et sur le Covid Safety Kit. Maintenant, il y a aussi les chiffres qu'a demandé l'OMS et qu'on a eu il y a un an, c'est-à-dire que la vaccination durant la première année a permis, selon l'OMS, d'éviter entre 14 et 20 millions de décès. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont calculé, sachant qu'en mai 2022, pour l'OMS, il y avait déjà eu 15 millions de décès supplémentaires liés à la pandémie. Il y a aussi des études qui ont montré quand même une baisse substantielle du taux de positivité. Donc on a dit que ça avait très peu d'impact sur la transmission et sur les gens qui étaient légèrement symptomatiques. Donc il y a eu un petit impact. Sur le taux d'hospitalisation, on voit une baisse constante tout au long de la vaccination. Dans les 90 jours qui suivaient la vaccination, il y a plusieurs pays qui ont atteint des taux d'hospit qui étaient inférieurs à 200 par million. Donc, mais alors là, on voyait aussi qu'après 180 jours de vaccination, ça remontait. Et au fur et à mesure des variants, ça remontait aussi. Donc, oui, c'était l'arme à laquelle on a cru tellement fort que sans avoir des informations complètes au début sur la transmission, oui, tout le monde souhaitait bien sûr que ça fonctionne. Et le Covid Safety Kit, on aurait envie de le rebaptiser aujourd'hui Hospital Save avec V Ticket. Donc, le truc qui devait à un moment donné faire en sorte que le maximum de gens se vaccinent, se préservent et préservent les autres, parce qu'on pensait que ça allait préserver les autres. Et c'est ça, en fait, finalement, quand je vous entends tous les deux, c'est que si on espérait que le vaccin apporte cette espèce d'immunité collective qui allait faire que la transmission du virus allait progressivement s'éteindre et l'épidémie presque disparaître, ça, c'était loupé. Par contre, si l'enjeu de ce vaccin était d'empêcher que les hôpitaux soient remplis de formes graves et d'avoir des taux de mortalité très élevés parce que beaucoup de personnes allaient décéder, là, ça a plutôt fonctionné. C'est ça que vous diriez ? Oui, c'est ça, exactement. Et peut-être qu'on aurait dû faire après coup, un peu comme on fait pour d'autres vaccins, pour des infections respiratoires, comme la grippe,
comme le virus respiratoire syncytial, comme le pneumocoque, qu'on recommande pour des publics en particulier. On dit par exemple que pour le pneumocoque, pour des personnes plus âgées, pour des personnes qui ont une santé plus fragile, la grippe, on le recommande un peu de façon générale, parce qu'en plus maintenant, il y a une épidémie. Mais il y a quand même des indices supplémentaires pour des personnalités plus fragiles. À l'époque, on a tiré, oui, tous azimuts, comme si le risque était égal à tout le monde, parce que vraiment, on pensait que c'était ce groupe qui allait faire la force. Il faut quand même noter, en 2 mots, très rapide, Simon Delicourt, qu'on a aussi navigué un peu à l'aveugle. On a eu des données qui se sont précisées au fil de la crise. Au moment où les vaccins, en novembre 2020, sortent de Pfizer et Moderna, tout ça, on ne le sait pas encore. On va le découvrir progressivement, y compris l'arrivée des multiples variants. Effectivement, à ce moment-là, on n'a que l'impact sur la diminution du risque des formes symptomatiques. On n'a pas encore le recul par rapport à l'impact sur l'hospitalisation, même en fait sur les décès, pas encore sur la transmission, pas encore sur le Covid long, toutes ces choses-là. Et alors, il faut quand même aussi rappeler que, effectivement, même si le risque augmente de manière exponentielle avec l'âge, ce n'est pas pour ça qu'il n'y avait pas des personnes de moins de 55 ans qui étaient hospitalisées. Il y avait aussi un enjeu à ce niveau-là. Effectivement, ce n'est pas le même enjeu, mais il y a quand même un enjeu à éviter que des personnes de 40 ans, 35 ans, 45 ans se fassent hospitaliser à cause d'un Covid sévère. Et on va venir sur le cas spécifique d'ailleurs des enfants dans quelques instants, parce que ça aussi, ça a été un enjeu très, très polémique. Mais venons-en à un autre enjeu très polémique autour de ce vaccin, c'est les effets secondaires. Joanne Montet, est-ce qu'on a aujourd'hui une vision assez précise des effets secondaires qui ont été reliés à ces vaccins, à ces différents vaccins qui ont été administrés chez nous? Alors, sur les effets indésirables, on a les chiffres des cas qui ont été rapportés. Donc, les gens pouvaient remplir un formulaire en ligne sur le site de l'Agence fédérale des médicaments. Et on a à ce jour un peu moins de 50 000 formulaires en ligne qui ont été rapportés avec des notifications d'effets indésirables aussi variés que des réactions épidermiques, des problèmes de peau, jusqu'à des choses beaucoup plus sévères. Donc je dis un peu moins de 50 000 sur près de 33 millions de doses administrées en Belgique. Alors on fait un petit calcul, ça fait 0,14% de notifications d'effets indésirables, dans lesquels il y a aussi des choses totalement bénignes. Alors un effet indésirable, on le définit comme rare s'il est inférieur à 0,1%. Donc on est dans cette norme-là avec 0,14%. Maintenant, on peut se dire, est-ce que pour des médicaments, on se trouve en général à peu près dans la même ligne ? Figurez-vous que j'ai été chercher quelques données et en France, les effets indésirables liés aux médicaments, c'est 20 000 morts par an. 20 000 morts par an. Aux États-Unis, des hospitalisations pour des effets indésirables liés à des traitements, ça représente 3 à 7% des hospitalisations. Donc tout ça est un petit peu à mettre en parallèle par rapport aux réactions indésirables qu'on a eues. Maintenant, il y en a eu des sérieuses aussi. Et justement, on peut peut-être pointer ça. Donc le premier constat, c'est de dire, oui, il y a eu des effets indésirables, il y en a eu un certain nombre, mais pas plus et même plutôt moins que ce qu'on peut avoir sur les médicaments en général. Par contre, quels ont été les cas les plus graves? Est-ce qu'on a eu des décès en Belgique liés à l'administration des vaccins? Il y a 4 décès qui ont été estimés comme probablement liés au vaccin. Et c'était lié à des problèmes de vaisseaux sanguins. Je ne veux pas vous donner les termes scientifiques, mais des caillots dans le sang, par exemple, qui étaient là. Ce qu'on appelle une thrombocytopénie. Et donc, voilà, des effets indésirables qui ont été probablement liés au vaccin. C'est toujours difficile de faire la part des choses entre une corrélation et une causalité. Et si on prend les cas de thrombose, parce que c'est vrai que chez des jeunes gens, on a parlé de ces cas de caillots. En Europe, dans toute l'Europe, il y a eu 900 cas. Il y a eu 900 cas dans toute l'Europe. Si on prend les inflammations du cœur, dont on a aussi beaucoup parlé, myocardite, péricardite, ça représente moins d'une personne vaccinée sur 10 000, d'après les chiffres de l'Agence européenne des médicaments. Également, il y a eu ce qu'on appelle les syndromes de Guillain-Barré, donc une maladie rare du système immunitaire. Et là aussi, on est à moins d'un cas sur 10 000 personnes vaccinées. Mais je voudrais insister sur un truc, c'est que tout ça a été transparent. C'est-à-dire que les effets indésirables, il y en a déjà qui étaient mentionnés rares dans l'essai clinique. Les agences de santé ont toujours été transparentes sur les chiffres et vous voyez, on peut les trouver donc. C'est ça qui est sain, c'est qu'ils sont rapportés et il y a eu des mesures qui ont été prises aussi par rapport à ça. Donc il serait faux de dire qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires. Vous venez de nous en citer toute une série. On est
plus ou moins dans la norme de ce qu'on peut avoir sur d'autres administrations de traitement. Et puis surtout, et ça on va inciter ceux qui nous écoutent, on peut trouver tout ça sur les sites au niveau européen, au niveau de l'Agence fédérale du médicament. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'on aborde encore une question, c'était celle de la vaccination des enfants, parce que ça a suscité évidemment aussi énormément de questions, énormément de polémiques. Fallait-il inciter, comme on l'a fait en Belgique, à la vaccination des moins de 18 ans? Et ça, cette question-là, on l'a posée à un spécialiste qui s'appelle Jean-Michel Denier, et c'est Sarah Pousset qui s'est penché sur la question. En Belgique, la vaccination des enfants et adolescents contre le Covid-19 a été préconisée par les autorités et globalement bien suivie. En octobre 2022, Sciences Anno a évalué que la moitié des 5-17 ans étaient vaccinés contre le Covid-19. C'est en fait le double de la moyenne européenne à cet âge. Plus spécifiquement, la vaccination a surtout été plébiscitée chez les ados. Jusqu'à 80% des 16-17 ans se sont fait vacciner contre un quart des 5-11 ans. Jean-Michel Denier, professeur à l'UNAMUR, rappelle les objectifs de la vaccination des moins de 18 ans. La réduction des formes graves et des hospitalisations, principalement chez les plus jeunes qui étaient à risque, chez des patients asthmatiques, chez des patients immunodéprimés, et l'espoir d'une protection collective qui, malheureusement, n'était quand même pas si extraordinaire que ça. Et on a constaté également que le vaccin pouvait diminuer des complications à long terme, même si elles étaient moins présentes chez les enfants. Par après, on s'est effectivement rendu compte que le vaccin n'agissait pas vraiment sur la transmission. Le virus a donc encore bien circulé dans les écoles. Or, sans cet argument du bien-être de la collectivité, et dans la mesure où les jeunes étaient moins à risque de développer des formes graves du Covid, eh bien Jean-Michel Denier opterait désormais pour une politique de vaccination ciblée, uniquement réservée aux jeunes avec des comorbidités. Donc en 2025, au même titre que l'a préconisé le Conseil supérieur de la santé, la vaccination devrait se faire au cas par cas en identifiant les facteurs de risque qui permettent d'identifier si oui ou non on est plus à risque de développer des formes graves et en n'impliquant pas une pression sociétale vers, par exemple, la possibilité de faire du sport, d'aller à l'école ou d'aller au sport d'hiver si on n'est pas vacciné. On entend donc, là aussi, un regard rétrospectif critique sur les choix qui ont été posés. Si on avait eu, au moment où les décisions ont été prises, les connaissances que l'on a gagnées au fil de l'épidémie, il aurait sans doute été plus opportun de ne recommander la vaccination des enfants que pour les profils à risque, plutôt que de mettre en place une politique qui poussait le maximum d'enfants à se faire vacciner. On aura donc entendu tout au fil de cet épisode un exercice critique a posteriori des choix de cette politique de vaccination. Évidemment, a posteriori, c'est toujours plus facile. On a des données que l'on n'avait pas à l'époque. Mais c'est important, par contre, nous semble-t-il, de reconnaître rétrospectivement que certains choix auraient pu être posés autrement. Et ce, afin de tirer des leçons pour de prochaines crises. C'était Les Clés. 3e épisode de notre spécial Covid 5 ans après. À la réalisation sonore de cet épisode, Guillaume de Smet. À la préparation, Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Notre prochain épisode posera une autre question délicate. Est-ce que les médias ont été suffisamment critiques au fil de cette crise? Réponse donc dans le 4e et dernier épisode de cette série. Merci de nous suivre. Si vous souhaitez nous écrire une adresse, lesclés@rtbf.be.